Lorsque l'on parle d'extinction, c'est en règle générale pour mentionner les 5 grandes extinctions massives qui eurent lieu au cours de ces derniers 540 millions d'années. Autant dire, durant le Phanérozoïque, l'éon Phanérozoïque. Néanmoins, d'autres crises biologiques se sont produites, des crises de moindre ampleur, certes, des crises moins spectaculaires, mais qui restent toutefois des événements considérables. Ainsi, dans cet épisode, nous allons aborder l'une de ces crises mineures. Une crise qui fut en Europe l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand événement marquant de l'ère cénozoïque. Un événement aux multiples conséquences. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'extinction de la transition Éocène-Oligocène, un événement faunique généralement connu sous le nom de grande coupure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire savoir à tous ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram que mon compte a été désactivé, pour une raison que j'ignore. Bref, je me suis fait virer. Donc, si vous voulez continuer à suivre les actualités paléontologiques, je vous encourage donc à venir me rejoindre sur mon nouveau compte. Le lien est évidemment en description. Et par ailleurs, vu que c'est bientôt Noël, faites-moi un beau cadeau. Abonnez-vous, nous sommes à 2 doigts d'être 40 000 abonnés. C'est génial. Merci à vous. Bien, allons-y. Comme vous le savez tous, l'ère mésozoïque s'achève avec la dernière et la plus célèbre des 5 extinctions majeures. L'extinction KPG, celle qui mit fin au règne des dinosaures non aviens, et ouvrant par la même occasion l'ère des mammifères. Autrement dit, l'ère cénozoïque. Ainsi, il y a 66 millions d'années débute l'ère cénozoïque. Nous entrons donc dans la période du Paléogène. Et pour être plus précis, dans l'époque du Paléocène. Durant le Crétacé supérieur, les températures étaient déjà relativement chaudes. Mais lorsque débute le Paléogène, sans doute en partie suite aux événements constituant la crise KPG, les températures partent à la hausse de façon significative. C'est donc durant une époque aux températures assurément très chaudes que les mammifères prennent véritablement leur essor. Néanmoins, 10 millions d'années après la catastrophe, voilà que vers la fin du Paléocène, il y a environ 55-56 millions d'années, la planète connaît à nouveau un changement climatique sans précédent, d'une brutalité historique, ou plutôt préhistorique. Bref, le fameux PETM, le maximum thermique du Paléocène-Éocène. Je vous en ai déjà parlé dernièrement, mais brièvement, disons qu'en l'espace de seulement quelques milliers d'années, les températures augmentent d'environ 5 à 7 degrés, voire plus. Le PETM, comme on le nomme, est l'un des exemples de changements climatiques les plus rapides et dramatiques de la préhistoire. Pour rappel, aujourd'hui la température moyenne de la planète se situe aux alentours des 14-15 degrés. Eh bien, figurez-vous que l'on estime que durant le PETM, elle se situait entre 25 et 32 degrés. Autant dire que la planète devint une véritable serre. Quant à la cause de ce changement climatique, ça reste encore un mystère. On pense qu'il y a eu un énorme relargage de CO2 dans l'atmosphère en très peu de temps. Enfin, quelques milliers d'années tout de même, rien à voir avec la situation actuelle. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre pas moins de 200 000 ans pour que la planète absorbe tout le CO2 émis dans l'atmosphère. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous que 2 millions d'années plus tard, après le bref épisode du PETM, les températures, après avoir chuté drastiquement, remontent progressivement et se maintiennent ainsi pendant environ 5 millions d'années. Climatiquement parlant, l'Éocène ne fut pas de tout repos, c'est le moins qu'on puisse dire.
Surtout que je n'ai mentionné que les deux événements les plus majeurs. Mais, comme on peut le voir sur ce graphique relativement bien détaillé, en plus du PETM et du MECO, il y eut au début de l'Éocène 2 épisodes d'ETM. Comprenez maximum thermique de l'Éocène. Et bien plus tard encore le LLTM, le maximum thermique de la fin du Lutétien. Sans compter le EECO, l'optimum climatique du début de l'Éocène, qui sera suivi d'un refroidissement. Cependant, comme nous pouvons le constater sur le graphique, les soubresauts climatiques furent légion durant le Cénozoïque. Bref, toujours est-il qu'après ces épisodes de changement climatique, les températures commencent à chuter, et ce tout au long des 50 millions d'années qui vont suivre, autrement dit jusqu'au début du Pléistocène. Et que, comble de l'ironie, commencent les grandes glaciations. Notons toutefois que si nous avons autant d'éléments d'information sur ces époques, c'est bien entendu parce qu'elles sont relativement jeunes et proches de nous, par rapport aux époques et aux périodes plus anciennes. Mais revenons à l'Éocène, à la fin de l'Éocène. Nous voilà à la transition Éocène-Oligocène, à la fin de l'Éocène. Ça fait beaucoup de scènes tout ça. Bref, il y a 33,9 millions d'années. Les hautes températures caractérisant le Paléocène de l'Éocène sont désormais derrière nous. Et dorénavant, les températures sont en chute libre. En effet, l'Amérique du Sud se détache du continent antarctique, entraînant l'apparition du courant circumpolaire, un courant marin d'eau froide qui amène le continent à se recouvrir d'une épaisse couche de glace, un N6. L'eau des précipitations antarctiques étant piégée sous forme de glace, cela a aussi pour effet de faire baisser significativement le niveau de la mer, et ainsi faire émerger les hauts fonds, jusqu'alors sous les eaux. Il est estimé une baisse de niveau marin pouvant aller jusqu'à 70 mètres. C'est cette suite d'événements qui amène la planète à se refroidir considérablement durant la transition Éocène-Oligocène. Il est question d'une chute brutale des températures de l'ordre de 5 à 6 degrés au niveau mondial, et ce, en quelques centaines de milliers d'années. Bien entendu, tous ces bouleversements ont impacté la biodiversité qui n'a pas vraiment apprécié ces brusques changements de température. Et je vous laisse imaginer les conséquences. Une extinction de second ordre, certes, mais c'est tout de même, en Europe, la plus grande extinction d'espèces depuis la fin du Crétacé, avec près de 60% des espèces qui disparaissent. Une extinction qu'un paléontologue suisse baptisera en 1909 « Grande coupure ». Au début du siècle dernier, Hans-Georg Stellin étudie les couches Éocène et Oligocène du bassin de Paris. Il consacre ses recherches sur les mammifères. Au cours de ses recherches, il remarque un changement drastique de fossiles, selon la couche étudiée. En effet, il découvre des fossiles spécifiques dans des couches géologiques datées de l'Éocène. Mais plus haut, dans les couches datées de l'Oligocène, les fossiles sont radicalement différents. Ce qui, tout naturellement, lui met la puce à l'oreille. Quelque chose a dû se produire. Quelque chose qui a causé un changement soudain des populations animales. Une coupure, une grande coupure. C'est ce qui l'amène à émettre l'hypothèse qu'une extinction a eu lieu sur la région parisienne il y a environ 34 millions d'années, durant la transition de l'Éocène à l'Oligocène. Alors, de quels animaux parlons-nous? Quels sont ceux qui ont disparu? Quels sont ceux qui les ont remplacés? Et surtout, pourquoi un tel renouvellement faunique a-t-il lieu? Alors pour répondre à ces questions, laissez-moi vous présenter mon invité, Bastien Mencart, paléontologue au Muséum d'histoire naturelle de Bâle, spécialisé dans l'étude des mammifères fossiles et vice-président de l'Association française de paléontologie. Alors salut Bastien, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Alex, c'est un grand plaisir pour moi d'être sur ta chaîne aujourd'hui et de pouvoir discuter donc de paléontologie. Si je comprends bien, tu marches dans les pas de Hans-Georg Stellin,
Et tout comme lui, une centaine d'années plus tard, tu travailles au Muséum d'histoire naturelle de Bâle. C'est bien ça? Tout à fait. Là, on est en train de discuter. Là, je suis dans mon bureau au Muséum d'histoire naturelle de Bâle. Donc, Bâle, qui est une ville à la frontière entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Et donc, oui, on peut dire que je marche dans les pas de Stéline. Parce que au quotidien, par exemple, quand je vais travailler dans les collections, je vois des étiquettes qui ont été écrites de la main de Stéline. Alors, peux-tu nous décrire en quelques mots les faunes qu'on avait en Europe à l'Éocène? Alors les décrire, ça va être un peu compliqué parce que à cette époque-là, on a des faunes qui sont un peu étranges par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On a des faunes qui sont dites endémiques, donc que l'on trouve uniquement en Europe. Bon, à ce moment-là, on va avoir des primates, mais qui vont pas ressembler aux singes que l'on connaît aujourd'hui. On va avoir aussi des petits marsupiaux, enfin, donc, dont un qui est assez connu, la sarigue qui a été trouvée par Cuvier, qui a été extraite de Montmartre. Mais après, on va avoir des animaux qui sont beaucoup plus particuliers, assez différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, on va avoir des périssodactyles, donc le grand groupe des rhinocéros, des chevaux, des tapirs. Mais ça va être des groupes qui n'existent plus aujourd'hui. On a ce qu'on appelle des tapiromorphes, comme les lophiodons ou des paléothères. On va avoir également un groupe de carnassiers qui va être très développé à ce moment-là, donc de mangeurs de viande, qui sont les Yaenodonta. Donc ce ne sont pas des carnivores comme le groupe des chiens et des chats, mais c'est un autre groupe d'animaux qui mangent de la viande. C'est stupéfiant de penser qu'il y avait des primates et des marsupiaux en Europe. Donc, durant l'Éocène, l'Europe était peuplée d'une faune endémique, une faune propre au continent européen et très diversifiée. On peut donc en déduire qu'il y eut une extinction accompagnée d'un renouvellement faunique. Il s'agit donc de comprendre quelle est cette nouvelle population et d'où vient-elle. Vous savez, tout comme moi, que les animaux ne connaissent pas de frontières politiques. De ce fait, ils vont et viennent en fonction de leurs besoins. C'est ainsi qu'au fil du temps, ils se dispersent aux quatre coins du globe, selon les possibilités écologiques et géographiques. Ainsi, à la transition Éocène-Oligocène, et peut-être même avant, s'est amorcée une vaste dispersion des faunes asiatiques en direction de l'ouest. Néanmoins, comme on peut le voir sur cette carte, à cette époque, il existait des barrières naturelles freinant l'inéluctable dispersion des faunes asiatiques. La première étant l'océan Thétis, en passe de devenir la future Méditerranée. Et d'autre part, plus au nord, dans les terres, une grande mer intérieure nommée Parathétis, qui ne cessera de s'agrandir au cours des millions d'années qui vont suivre, puis finira par se réduire. C'est cette mer intérieure qui est à l'origine de la mer Noire et de la mer Caspienne d'aujourd'hui. Cependant, au niveau de la Russie occidentale actuelle, avec la régression marine, la baisse du niveau marin, la langue de mer s'assèche par endroits, ouvrant un vaste passage autrefois marin. Un vaste passage enjambant le détroit de Tourgaï. C'est probablement par ce détroit qu'il y a 34 millions d'années s'effectue cette dispersion animale venue d'Asie. C'est cette dispersion qui mène la faune asiatique vers l'Europe que l'on nomme aujourd'hui Grande Coupure. En effet, oui, ce sont des animaux qui venaient probablement d'Asie centrale, qui sont des animaux qui ont évolué donc dans un grand espace où on avait déjà des changements environnementaux qui étaient préexistants durant l'Éocène, donc il devait y avoir déjà des environnements relativement un peu plus arides que ce qu'on avait en Europe. Et suite à l'ouverture donc de ce détroit du Tourgaï, on a eu un passage à pied sec de l'Asie vers l'Europe, et donc on a pu avoir ces animaux asiatiques qui ont rencontré les animaux européens. Mais bon, ça s'est pas forcément fait en une seule phase. On voit par exemple autour de l'Éocène et de l'Oligocène différentes phases de dispersion. Donc tu es en train de nous expliquer qu'il n'y a pas eu seulement que la Grande Coupure, qu'il y a eu plusieurs phases de dispersion autour de la limite Éocène-Oligocène. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, juste autour de la limite Oligocène, on en compte au moins 3. Donc, on a, à la fin de l'Éocène, par exemple, on va voir l'apparition des premiers ancêtres des hippopotames, les anthracotères, que l'on connaît également durant la fin de l'Éocène en Asie du Sud-Est. Donc, ceux-là sont ces animaux qui vont arriver en Europe, à l'époque dite de MP18, sont issus en fait d'Asie du Sud-Est. Et donc, après, à la transition Éocène-Oligocène, on va avoir la Grande Coupure, où là, on va avoir quand même un déplacement massif d'animaux asiatiques vers l'Europe. Mais un petit peu après, on va avoir
3 millions d'années après, une nouvelle phase de dispersion d'animaux asiatiques vers l'Europe. Et qu'est-ce qui les a poussés à migrer aussi loin? Y a-t-il une cause spécifique à cette dispersion? Alors, c'est quelque chose qui est encore très débattu en fait. Donc, c'est probablement la possibilité en fait de coloniser des nouveaux environnements. Jusqu'à présent, ces animaux étaient contraints donc à Asie centrale parce qu'il y avait la mer du Turkey. Une fois que la mer disparaît, ces animaux peuvent se disperser, donc aller d'un endroit à un autre. Et aussi, durant toute la fin de l'Éocène, comme tu l'as expliqué, jusqu'à la transition Éocène-Oligocène, on va avoir un refroidissement progressif qui va engendrer une aridification généralisée. Du coup, leur écosystème, les environnements dans lesquels ils habitent déjà en Asie centrale, vont aussi s'étendre. Donc, c'est des animaux qui vont, d'une part, pouvoir s'étendre parce que leur habitat se développe, mais d'autre part, ils vont pouvoir s'étendre parce qu'en fait, les barrières géographiques qui préexistaient vont disparaître. Donc voilà comment des animaux originaires de l'autre bout du monde se sont retrouvés en Europe. Du reste, ce type de migration, ou plus exactement de dispersion, s'est reproduit à plusieurs reprises au cours du Cénozoïque. Comme par exemple lorsque l'Afrique est entrée en contact avec l'Eurasie, il y a 18 millions d'années. Car, pour rappel, les faunes africaines actuelles, mis à part les éléphants et quelques autres animaux, tous sont d'origine asiatique. Ou encore, lorsque les deux Amériques se sont connectées il y a 3 millions d'années, provoquant ainsi le grand échange interaméricain, et qui conduira à la quasi-extinction des marsupiaux d'Amérique du Sud. En parlant d'Amérique, plus précisément d'Amérique du Nord, au même moment, celle-ci connaît aussi une aridification, ce qui entraîne la disparition des primates d'Amérique du Nord, mais qui connaîtra tout de même par ailleurs l'émergence des premiers tylopodes. Oui, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, les chameaux sont originaires d'Amérique du Nord. On en parlera un jour des chameaux. Aujourd'hui, lorsque des espèces colonisent un nouvel écosystème déjà occupé, on parle d'espèces invasives. Et par définition, ce sont souvent les espèces endémiques de l'écosystème envahi qui sont les grandes perdantes. J'imagine que vous voyez où je veux en venir. Effectivement, c'est ce qu'il s'est produit durant l'épisode de la Grande Coupure, un renouvellement faunique. Ainsi, à l'Oligocène, la faune européenne est désormais totalement différente. N'est-ce pas, Bastien? Tout à fait. On est dans un monde un peu plus moderne. On va avoir des animaux que commence à connaître. Par exemple, on va avoir des rhinocéros. Bon, un petit peu différent, hein. Ils vont pas avoir de cornes sur le nez, ces rhinocéros, mais bon, ça fait partie de la famille des rhinocérotidés. On va avoir des carnivores qui vont arriver en Europe, qui vont commencer à remplacer à bien remplacer les écosystèmes. Dans les écosystèmes, il y a Ynodonta. Donc, on va voir les premiers chats, on va voir les premiers ours en Europe à cette époque-là. On va voir aussi l'apparition des ruminants en Europe et des premiers tapirs, des premiers cochons. De plus, durant l'Oligocène, il y eut une autre vague nommée l'événement Microbunodon. En effet, c'est un événement qui a eu lieu à la toute fin de l'Oligocène, il y a environ 24,5 millions d'années, et c'est probablement aussi en lien à un réchauffement climatique cette fois-ci. Et on voit arriver en Europe des nouveaux mammifères qui sont issus d'une dispersion asiatique. Mais bon, il existe une autre phase de changement phonique, de dispersion, à la base de l'Oligocène, il y a environ 31 millions d'années, qu'on appelle le Bachytherium dispersal event. Des tapirs et des rhinocéros. J'aurais bien voulu voir ça. Quelle diversité! Par ailleurs, Bastien, une dernière question. Toi qui es spécialisé dans les ruminants, le groupe comprenant les chèvres, les vaches, les antilopes, les girafes, les okapis, les cerfs, les chevreuils, etc. Peux-tu nous dire en quoi ces animaux présentent-ils un intérêt pour l'étude de la Grande Coupure? Ça présente vraiment un grand intérêt pour moi parce que à l'Éocène, on n'a aucun ruminant en Europe de l'Ouest. Donc, ce sont vraiment des animaux qui sont issus de la dispersion de la Grande Coupure. Et quelque chose qui est assez intéressant, voire amusant,
c'est que ces animaux n'ont rien sur la tête, ils n'ont pas de bois, pas de cornes. Par contre, ce qu'ils vont avoir, ce sont des dents de sabre. Incroyable. Aucun ruminant en Europe. Pas de vache, de mouton ou de chèvre. Enfin, du moins en Europe de l'Ouest. Mais des ruminants à dents de sabre. Du reste, je vois que tu précises bien en Europe de l'Ouest. Et qu'en est-il en Europe de l'Est? Ça va être une autre histoire en Europe de l'Est, dans les Balkans. On va avoir des ruminants à partir de la fin de l'Éocène, il y a environ 37 millions d'années. L'histoire des Balkans et de l'Anatolie est légèrement différente de l'Europe de l'Ouest. Ok, l'Europe aurait donc connu deux histoires différentes en fonction de sa géographie. Tout à fait. Donc, on a d'une part une phase de dispersion avec la grande coupure qui a lieu il y a 34 millions d'années, avec l'aridification, l'assèchement du détroit du Turgai, donc avec des animaux qui sont issus de l'Asie centrale, qui a un environnement relativement aride. Mais à 31 millions d'années, on va avoir des animaux qui vont être issus de l'Asie du Sud-Est, qui vont passer par les Balkans et l'Anatolie, un continent qui à l'époque s'appelle la Balkanatolia, et ils vont arriver en Europe de l'Ouest il y a seulement 31 millions d'années, quand la Balkanatolia rentrera en collision avec l'Europe de l'Ouest. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces animaux-là, issus d'Asie du Sud-Est, ce sont des animaux qui sont développés dans des environnements de type mousson, donc chaud et humide, alors que ceux d'Asie centrale, c'est plus aride. Et ce sont des animaux par des voies de dispersion différentes qui vont se retrouver ensemble en Europe dans des environnements communs. Eh bien, merci beaucoup Bastien de nous avoir éclairé sur cette grande coupure et ses conséquences. Je suis ravi de t'avoir reçu sur la chaîne. À une prochaine fois peut-être. Merci beaucoup Alex pour m'avoir invité pour cette discussion autour de la grande coupure. Et puis j'espère qu'on va pouvoir collaborer ensemble dans le futur. Eh bien voilà, nous savons désormais comment la faune européenne a été modifiée, remplacée en l'espace de quelques centaines de milliers d'années par une faune venue d'Asie. Une faune qui a alors continué son évolution et engendré celle que nous connaissons aujourd'hui. Pas exactement. Il va y avoir de nombreuses phases de dispersion et d'extinction en Europe. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'Europe, c'est un cul-de-sac. Donc s'il y a des changements environnementaux en Europe, les animaux ne peuvent pas aller vers le nord, ni vers l'ouest, ni vers le sud, et ils sont bloqués à l'est par les nouveaux animaux qui arrivent. Donc la plupart du temps, il va y avoir des phases d'extinction en Europe. Donc 60% pour la grande coupure, mais bon, quelques millions d'années après, tous les animaux éocènes disparaissent. Pour le Microbunodon Event, à la fin de l'Oligocène, on va avoir dans l'ordre de 40%, et puis ainsi de suite. Au cours du temps, on va avoir des phases de dispersion suivant les changements climatiques ou les changements géographiques au cours du temps. Eh bien, dis donc, entre tous ces changements climatiques et les divers renouvellements fauniques, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Cénozoïque fut riche en péripéties. Et dire qu'il reste encore beaucoup à apprendre. Eh bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette aventure préhistorique européenne. Et si tel est le cas, vous savez quoi faire, hein, pouce bleu, etc., etc. Bien entendu, un énorme merci à Bastien pour sa participation à la réalisation de cet épisode. Et comme toujours, tous mes remerciements aux tipeurs et utipeurs pour leur générosité. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.